Bon, les exercices pour l'énergie mécanique. Exercice 1. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? Pour une bille en chute libre, la somme des énergies cinétiques et potentielles de pesanteur est constante. Donc c'est vrai, on l'a vu en cours. L'énergie mécanique d'une bille chutant verticalement à vitesse constante dans un liquide visqueux ne varie pas. C'est faux. Dans ce cas, on a une chute à vitesse constante, ce que veut dire que la variation de l'énergie cinétique est nulle, mais la variation de l'énergie potentielle n'est pas nulle. Donc l'énergie mécanique, dans ce cas, n'est pas constante. L'énergie mécanique d'un système se conserve toujours, donc on vient de le voir, c'est fausse. La proposition est fausse. La variation de l'énergie mécanique d'un système se déplaçant avec frottement est égale au travail des forces de frottement. Donc, elle est égale aux travaux des forces appliquées au système à l'exception des poids. On ne peut pas mesurer la variation de l'énergie. On ne peut mesurer que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, c'est vrai. L'énergie potentielle ne se mesure pas, mais on peut mesurer sa variation. Pour augmenter l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps, il faut que le poids réalise un travail moteur. Donc un travail moteur, c'est durant une chute. Donc c'est faux. Exercice 2. L'énergie potentielle de pesanteur est une grandeur positive, négative ou algébrique. Donc, il est algébrique et peut avoir des valeurs négatives ou des valeurs positives. Quel est le signe de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps lorsque ce dernier subit uniquement l'action de son poids? Dans les deux situations suivantes, dans le cas d'une chute, elle est négative. Dans le cas d'une montée, elle est positive. Donc je rappelle que l'énergie potentielle pesanteur dépend de H. Plus H, la hauteur augmente, plus l'énergie augmente. L'énergie potentielle d'un solide dans le champ de pesanteur G, qu'on considère comme constant, augmente. Avec l'augmentation de l'altitude, avec la diminution de l'altitude, lorsqu'on conserve la même altitude. Exercice 5. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur et le travail des poids d'un solide entre deux instants T1 et T2 sont différents, égaux, opposés. Donc on a delta EPP est égal moins le travail de P. Donc ils sont opposés. Exercice 6. Dans le cas où l'énergie mécanique d'un solide se conserve, la variation de son énergie cinétique et la variation de son énergie potentielle de pesanteur sont égales, différentes, opposées. Donc on a delta EM est égal à delta EC plus delta EPP est égal à 0, puisque l'énergie mécanique se conserve. Ce que nous fait delta EC est égal à moins delta EPP. Ça veut dire que toute l'énergie potentielle se convertit en énergie cinétique ou inversement. Exercice 7. La variation de l'énergie mécanique d'un solide en interaction avec la Terre est égale au travail des poids de ce solide. La somme des travaux des forces qui lui sont appliquées à l'exception de son poids. La somme des travaux qui lui sont appliqués.
Donc la démonstration, on a la variation de l'énergie mécanique est égale delta EC plus delta EPP. Or, delta EC d'après le théorème de l'énergie cinétique est égal aux travaux des forces appliquées au système. La variation de l'énergie potentielle est égale à l'opposé de travail de poids, ce qui nous fait, en fin de compte, delta EM est égal à la somme des travaux des forces appliquées moins le travail de poids. Exercice 8. Détermine les conditions nécessaires pour écrire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur comme suit. EPP est égal à mgz. Dans ce cas, la référence de l'énergie potentielle coïncide avec l'origine des repères. Dans l'autre cas, elle ne coïncide pas. Exercice 9. Complète les phrases suivantes avec ce qui convient. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide dans le champ de pesanteur est l'énergie que possède ce solide à cause de sa position par rapport à la Terre. Elle a pour symbole EPP, énergie potentielle de pesanteur, et son unité dans le système international est le joule. Exercice 10. Cite les étapes à suivre pour déterminer l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps se trouvant dans une position quelconque. Donc, rappelons l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. On a EPP est égal à mg facteur de Z moins Z0. Donc, M est connu, G connu. Il nous reste à déterminer Z et le Z0. Donc, il faut déterminer d'abord l'origine des repères qu'on va utiliser pour indiquer les latitudes, puis déterminer la position de la référence et la valeur de la latitude des centres d'inertie des systèmes ou des corps. Exercice 11. Choisis la bonne proposition. Donc les deux sont justes. La deuxième c'est pour un cas donné. La première c'est en général. Exercice 12. L'énergie mécanique d'un corps se conserve si le travail de son poids est nul, le travail de son poids n'est pas nul, le travail des autres forces est nul. Donc on a vu que dans le cas général, la variation de l'énergie mécanique est égale aux travaux des forces appliquées à l'exception des poids. En présence de frottement, détermine le juste parmi ce qui suit. L'énergie mécanique augmente, l'énergie mécanique se conserve, l'énergie mécanique diminue. Donc les frottements font perdre une partie de l'énergie mécanique dont la variation est négative ou l'énergie va diminuer. Exercice 14. Les affirmations suivantes sont-elles justes ou fausses? L'énergie mécanique d'un solide semi uniquement à son poids est une constante. L'énergie mécanique d'un solide se déplaçant à vitesse constante sur une trajectoire rectiligne reste constante. Donc c'est vrai. L'énergie mécanique d'un solide se déplaçant à vitesse constante, c'est-à-dire que la variation de son énergie cinétique est nulle, et puisqu'il se déplace sur un plan,
le H ne varie pas, la hauteur ne varie pas, donc delta EP est égal à 0. Ce qui nous fait un delta EC est égal à 0. Donc c'est vrai, il faut corriger. Le poids est une force conservative parce qu'il ne fait pas varier l'énergie mécanique. Le travail des forces de frottement entraîne une augmentation de l'énergie mécanique. Donc, il entraîne une diminution de l'énergie mécanique et non une augmentation. Exercice 15. Un ouvrier porte un sac de ciment de masse M est égal à 50 kg sur la terrasse d'une maison qui se trouve à une hauteur H est égale à 6 mètres. Calcule l'énergie potentielle de pesanteur du sac en prenant le sol comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc le sol est pris comme origine des latitudes et comme référence. Donc ce qui nous fait EPP est égal à MGZ. Application numérique, ce qui nous donne EPP est égal à 2940 joules. Exercice 16. On cherche à soulever un poteau électrique de masse M est égal à 150 kg, de longueur L est égal à 3 mètres, pour le mettre à la verticale. Au départ, le poteau est à l'horizontale. Pour réaliser cette opération, on relie son extrémité A à une corde qui le relie à un moteur, ou qui est relié à un moteur. L'autre extrémité du poteau est apte à tourner autour d'un point fixe B de la surface du sol, figure. Voilà, donc on a notre poteau. La corde reliée au moteur qui soulève le poteau. Le poteau forme un angle alpha avec l'horizontale. On prend le sol comme référence de l'énergie potentielle pesanteur et comme origine des latitudes. On considère que le centre d'inertie G se trouve à 2/3 de L de A. Donc G se trouve à 2/3 de la longueur des poteaux. Trouve la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur dans les deux cas suivants. Le poteau forme un angle alpha égal à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Le poteau se trouve à la verticale. Donc on a EPP est égal à MGZ moins Z0. Il faut déterminer le Z et le Z0. Le Z0, on a dit qu'on a pris comme référence de l'énergie potentielle le sol, qui coïncide avec l'origine de l'axe OZ. Donc Z0 est égal à 0. Il nous reste EPP est égal à MGZ. Le Z, c'est la latitude des centres d'inertie des poteaux. Donc revenons pour montrer comment on va calculer le Z. Le Z c'est là, donc c'est cette hauteur. Donc comment on l'a déterminé? On a la valeur de l'angle alpha et on a la hauteur à chercher. Donc on a un triangle rectangle. Par conséquent, on peut utiliser le sinus, côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé c'est H ou Z. Hypoténuse c'est le 1/3 de L.
Donc Z c'est 1/3 de L sinus alpha. Le L c'est 3 mètres sur 3, ça nous fait 1. Donc le Z c'est sinus 60. Donc on calcule. M c'est 150 kg, G 9,8 et le Z c'est 3 sur 3 sinus alpha, ce qui nous fait une énergie de 103,92 joules. Bon, je vais la recalculer, elle me paraît un peu faible. Donc on a 150 multiplié par 9,8 est égal multiplié par sinus de 60. « 1273, donc je me suis trompé sur le calcul, c'est 1273,06. Donc, dans le deuxième cas, alpha fait 90 degrés, donc on va utiliser la même relation précédente. Sinus alpha, on va le remplacer par 90. Donc, puisque sinus 90 est égal à 1, ça nous fait tout ça, ça nous fait 1. Donc, ça nous fait 1470 joules. L'énergie a augmenté, puisque la latitude de Z de centre d'inertie a changé, l'énergie change elle aussi. Exercice 17. Un skieur descend une piste plane de longueur L est égal à 500 mètres et de pente 8% à la vitesse constante de 50 km/h. La masse du skieur et son équipement est de 80 kg. La somme des énergies cinétiques EC, potentiel de pesanteur EPP du système, varie pendant la descente. Justifie cette affirmation. Donc on a delta M est égal à delta EC plus delta EPP. Or, le skieur descend à vitesse constante, donc la variation de l'énergie cinétique est nulle. Ce qui nous laisse est le delta EPP est égal moins le travail de P est égal moins MGH. Donc attends, est-ce que le skieur monte ou descend? Un skieur descend. Donc ça doit nous donner plus MGH et non moins MGH. Ou plutôt c'est ça, moins MGH. Donc delta EM est égal à moins MGH. Comme H varie, donc l'énergie mécanique varie. Question de calculer la variation de cette somme. Donc les 8%, c'est-à-dire
qu'à chaque mètre, qu'à chaque 100 mètres, on descend verticalement de 8 mètres. C'est ça le 8% de pente. Donc on a 8 sur 100. Le H multiplié par la distance parcourue qui est de 500, ce qui nous fait une énergie de moins 31,36 kJ. Quel mode de transfert d'énergie est responsable de cette variation? La variation est due au travail des forces de frottement. Delta EM est égal le travail de R. Donc le mode de transfert est la chaleur. Donc on n'a pas étudié ce mode de transfert, mais il y a deux modes de transfert d'énergie qui sont le travail et la chaleur. Là, c'est la chaleur. Que devient l'énergie perdue? Donc l'énergie thermique est transmise à l'air et à la neige, qui va fondre si l'énergie est suffisante. Exercice 18, on libère sans vitesse initiale un solide de masse m égale 500 g sur un plan incliné d'un angle alpha est égal 20 degrés par rapport à l'horizontale. Le solide acquit un mouvement de translation rectiligne. On prend EPP égale 0 au niveau des plans horizontaux passant par la position initiale du centre d'inertie où Z est égal à 0. La vitesse de G atteint la valeur de 2 mètres par seconde après un parcours de longueur D est égal à 60 cm. Question 1. Calcule l'énergie mécanique des solides au moment de sa libération. Donc au moment de sa libération, il avait une vitesse nulle et on a pris ce niveau comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc vitesse nulle, ZI nul, ce qui nous fait une énergie mécanique initiale nulle. Question 2. Calcule l'énergie mécanique des solides lorsque sa vitesse atteint la valeur V égale 2 mètres par seconde. Donc on a la vitesse, il nous manque le Z final. Comment déterminer le Z final? Voilà, il part de là à là. Donc le Z final, c'est cette hauteur. Donc à partir des centres, la position des centres d'inertie de départ à la position de centre d'inertie finale, c'est-à-dire cette hauteur. Comment la déterminer? Donc la même chose, on a l'angle alpha et on va décaler cette hauteur, elle va prendre une position quelque part par là. Donc la hauteur, on a un triangle rectangle et ça nous fait un sinus. Le sinus va nous donner la hauteur sur la distance parcourue qui est D. Donc sinus alpha est égal à Z sur D, soit Z est égal à D sinus alpha. Et puisque l'origine des repères est là, la valeur de Z sera négative. On a Z est égal à 0 quelque part par là. Donc les Z positifs sont en haut, les Z négatifs en bas. Donc le Z sera négatif. Donc D sinus alpha moins D sinus alpha, il suffit de remplacer et on calcule. Question 3. Le contact solide surface se fait-elle avec ou sans frottement? Justifie.
La variation de l'énergie mécanique est négative, ce qui signifie la perte d'énergie par le système. Donc le contact se fait avec frottement. Puisque les deux forces appliquées au système sont le point et R. Dans ce cas, R travaille. Question 4. Trouve la valeur du travail de la force de frottement durant le déplacement précédent, puis déduit son intensité. Donc on a delta EM est égal le travail de R, on l'avait en cours, est égal moins F fois D. F c'est la composante tangentielle et D le déplacement. Ce qui nous fait F est égal moins delta EM sur D. F est égal à 1,29 10 à la puissance moins 2 newtons. Exercice 19. Un pendule simple est constitué d'une bille de masse en acier de masse M est égal à 80 grammes, suspendu par un fil inextensible de longueur L est égal à 80 cm et de masse négligeable. On écarte la bille de sa position d'équilibre d'un angle alpha est égal à 30 degrés et on la libère sans vitesse initiale. On néglige tous les frottements. Donc on a le pendule qui est constitué d'un fil et d'une bille. Sa position d'équilibre c'est la position verticale bien sûr. On l'écarte d'un angle alpha, puis on la lâche sans vitesse initiale. Question 1. Démontre que lors des mouvements de la bille, son énergie mécanique se conserve. Donc on a le delta EM est égal à delta EC plus le delta EPP. On a deux forces appliquées à la bille qui sont le poids et la tension des fils. Donc delta EC d'après le théorème de l'énergie cinétique c'est la somme des travails de poids plus le travail de T. Delta EPP est égal moins le travail de P. Donc les travaux de P s'éliminent et il nous reste le travail de T. On a un mouvement de rotation. Donc pour calculer le travail, on utilise travail de T est égal mu, le moment de T multiplié par la variation de l'angle delta θ. Or, la ligne d'action de T coupe l'axe de rotation. Donc son moment est nul. Ce qui nous fait un travail de T nul. Et par conséquent, on a delta EM est égal à 0, soit EM est une constante. Ça veut dire quoi? Que normalement, la bille ne va pas s'arrêter. L'énergie cinétique au potentiel de départ va se convertir en énergie cinétique et inversement après. L'énergie cinétique se convertit en énergie potentielle. Ainsi, la bille va faire un va-et-vient éternel. En réalité, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a le frottement avec l'air, ainsi que le frottement de la corde avec l'axe de rotation ou le support. Question 2, on prend EPP est égal à 0 à la position d'équilibre de la bille, où Z est égal à 0. Trouve en fonction de M, L, G et alpha l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur de la bille lorsqu'on écarte le pendule d'un angle, pour les répétitions, d'un angle alpha. Donc on a EPP est égal à MGZ, on a pris Z0 est égal à 0 d'après l'énoncé, ce qui nous laisse EPP est égal à MGZ.
Donc il suffit de déterminer la valeur de Z. Z, c'est là. Donc c'est cette hauteur. Il faut déterminer cette hauteur. Que représente cette hauteur? Donc lorsque la bille viendra ici, de là à là, on aura L. Donc il faut retrancher de L cette longueur. Comment déterminer la valeur de cette longueur? On va déterminer cette longueur et la retrancher de L. Donc là, on a un triangle rectangle et on cherche le côté adjacent. Donc on va utiliser le cosinus de alpha. Cosinus alpha est égal à la hauteur qu'on cherche, L moins Z, sur l'hypoténuse qui est L. Donc en fin de compte, on trouve que c'est égal à L facteur de 1 moins cosinus alpha. Et on va remplacer et on calcule. Donc on demande uniquement l'expression. Elle est là l'expression. Question 3. Calcule la vitesse de la bille lorsqu'il repasse par sa position d'équilibre. Donc on a démontré sur la question 1 que l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire que l'énergie mécanique en chaque instant a la même valeur. Donc on va prendre deux positions. La position initiale et la position finale qui est l'instant de passage par la position d'équilibre. EMI est égal à EC plus EPPI est égal à 0. Donc c'est l'énergie cinétique de départ. La bille est partie sans vitesse initiale, donc son énergie cinétique de départ est nulle. L'énergie potentielle, on a trouvé l'expression tout à l'heure en fonction de alpha, donc on la pose. L'énergie mécanique finale, ECF plus EPPF est égal à 1 demi mv carré plus EPP final qui est égal à 0. Parce qu'on passe par la référence de l'énergie, c'est-à-dire où EPP est égal à 0. Ce que nous fait en fin de compte l'égalité EMI est égal à EMF. Ça nous donne MGL 1 moins cos alpha est égal à 1 demi mv carré. On cherche la vitesse, donc on déduit que V est égal, donc on va passer le 1 demi là, le 2 là, ce qui nous fait 2GL facteur de 1 moins cosinus alpha est égal à V carré. Donc pour enlever le carré, on utilise la racine carrée. Et en fin de compte, on trouve une vitesse de 1,45 mètres par seconde. Exercice 20, on considère une tige homogène de masse M est égal à 200 g, de longueur L est égal à 50 cm, apte à tourner autour d'un axe fixe horizontal delta, passant par son extrémité O. Le moment d'inertie de la tige par rapport à delta est G delta est égal à 1 tiers de ml carré. On écarte la tige de sa position d'équilibre stable, de sorte qu'elle forme un angle θ est égal à 45 degrés, avec l'axe OZ qui est dirigé vers le haut. Puis on la libère sans vitesse initiale. On prend la référence de l'énergie potentielle de pesanteur au niveau de la position d'équilibre stable. Bon, on a la tige qui tourne autour de l'axe delta qui passe par l'extrémité O. On choisit cette extrémité comme origine de l'axe OZ et on choisit
la position, le plan passant par la position d'équilibre de G. Donc lorsque l'on lâche la tige, il se mettra en équilibre dans une position verticale. Donc le G sera là. Et c'est au niveau de ce plan qu'on va prendre la référence, c'est-à-dire EPP est égal 0. Où Z0 sera là. Question 1. Trouve en fonction de LG est θ l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur de la tige. Calcule EPP de départ. Donc on a EPP est égal mgz moins z0. On cherche l'énergie potentielle de pesanteur de la tige au départ. Donc il faut déterminer les valeurs de Z0 et de Z. Donc pour le Z0, lorsque la tige sera là, c'est la demi-longueur de la tige. Donc c'est L sur 2. Mais l'axe OZ est dirigé vers le haut, donc le Z là sera négatif. Donc on aura moins L sur 2. Pour le Z, c'est la projection de G sur l'axe, c'est cette hauteur. Donc on va utiliser comme dans les exercices précédents l'angle θ. Donc on a le côté adjacent et l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est la demi-longueur de la tige. Ce qui nous fait un cosinus θ est égal le ZG divisé par L sur 2. Et ainsi, on détermine la valeur ou l'expression de Z. Et on remplace, on demande de la calculer. Et on trouve une valeur de 0,84 joules. Donc là, on a moins, ça me fait un plus. Donc on a le même facteur L sur 2, donc on peut factoriser avec L sur 2. Il nous reste cos θ plus 1. Question de néglige tous les frottements. Trouve la valeur de la vitesse angulaire oméga des centres d'inertie lorsqu'il passe par la position G0. Il n'y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique se conserve. Donc la tige est soumise à son poids et l'action de l'axe de rotation. Donc il n'y a pas de frottement, il nous reste uniquement l'action des poids. Donc l'énergie mécanique de départ est égale à l'énergie mécanique finale. Donc le final, c'est le passage par la position d'équilibre. Soit EC0 plus EPP0 est égal à EC final plus EPP final. EC0, la tige a été lâchée sans vitesse initiale. Il nous reste l'énergie potentielle de pesanteur. Et lorsque la tige va passer par sa position d'équilibre, son énergie potentielle sera nulle. Et on remplace l'énergie cinétique, puisqu'on est en rotation, c'est 1 demi-g delta oméga carré. On remplace le g delta qui est 1 tiers ml au carré, ce qui nous fait en fin de compte 1 sixième ml au carré oméga carré. L'énergie potentielle initiale est égale à 1 sixième de ml carré oméga carré. Donc on a remplacé là. EPP0 est égal à EC final. On a remplacé.
On cherche le oméga, ce qui nous fait le oméga. Donc on va passer tout ça de l'autre côté, ça nous fait 6 EPP divisé par ml carré. Et pour enlever le carré, on utilise la racine. Ce qui nous fait un oméga est égal à 11,95 radians par seconde. Question B. Déduit l'énergie cinétique de la tige lorsqu'il passe par sa position d'équilibre. Donc on a toutes les données, mais on n'a pas calculé le G delta tout à l'heure, donc on va le remplacer une fois de plus, ce qui nous fait un sixième, etc., soit une énergie cinétique de 1,19 joules. Question 3. La mesure de la vitesse du centre d'inertie à son passage par la position d'équilibre a donné V égale 2,5 mètres par seconde. Démontre que la rotation de la tige autour de l'axe se fait avec frottement. Donc il faut démontrer que l'énergie mécanique diminue. La variation est négative. E1 final est égal à EC final est égal à 1 demi G delta oméga au carré. Donc E1 final est égal à EC final plus EPP final, mais on a vu que le EPP final est égal à 0. On passe par la référence d'énergie. Soit le oméga est égal, on cherche la vitesse, donc oméga c'est, on a V est égal à R oméga. Le R c'est la demi-longueur de la tige. Donc on a L sur 2 oméga est égal à V, soit en remplaçant, on trouve une énergie mécanique finale égale à 0,83 joules. Et l'énergie mécanique initiale est égale à 0,84. Donc on a une différence de 0,01 et ça prouve, donc ça reste acceptable. Donc on est en présence d'un léger frottement. Delta EM c'est EM final moins EM initial. EM final c'est 0,83 moins 0,84, ça nous donne moins 0,01 joules. Question B, calcule le travail des couple de frottement entre l'état initial et l'état coïncident avec le passage de la tige par sa position d'équilibre stable. Déduit la valeur des moments du couple de frottement. Donc, la tige ne subit que l'action de son poids et des frottements probables. Donc on a vu donc que dans ce cas, delta EM est égal à delta EC plus delta EPP. Delta EC c'est le travail de P plus le travail de R et delta EPP c'est moins le travail de P. Ce qui nous fait un delta EM est égal à le travail de R. Donc le travail de R c'est la variation de l'énergie mécanique qui est de moins 0,01 joule. On cherche le couple. Le travail de R, c'est le moment de R multiplié par la variation de θ, soit mu delta est égal au travail de R sur delta θ, et en remplaçant, et on doit convertir le θ en radian, qui est l'unité internationale. Donc les 45 degrés, là, sont convertis en radian. Ce que nous fait un moment est égal à moins 0,53
Newton mètre. Bon, c'est fini. Bonne chance.